Bonsoir à tous, et à toutes. Donc moi, je suis Emmanuel Canet, je travaille en MIR à Nantes et puis j'ai le plaisir de vous présenter Rémi Coudroy qui est connecté, qui lui travaille à Poitiers. Et puis ce soir, c'est le professeur Kadaklouche de Montpellier qui va vous faire une présentation sur les techniques d'épuration extra-rénale. Voilà, un sujet de pratique quotidienne en réanimation. On a divers appareils disponibles, Kada on va parler, on a diverses techniques qui peuvent être utiles pour différentes situations et différents malades. Et donc, voilà, l'intérêt c'est de discuter de ça ce soir. Donc, bon, vous n'allez pas pouvoir voter de façon interactive, mais la boîte de chat sera ouverte. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions, je les relayerai au fur et à mesure à Kada. Et puis, voilà, sans plus de transition, je te propose de commencer. Bon, merci Emmanuel et Rémi, et merci à tous. Donc, on va parler aujourd'hui de la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë en réanimation et surtout des avantages et des inconvénients des modalités continues et intermittentes d'épuration. Alors, il y a ce premier QCM dont vous ne pourrez pas répondre, mais quand même, vous pouvez peut-être donner vos réponses par chat, qui vous demande: est-ce que l'épuration est un facteur indépendant de mortalité dans l'insuffisance rénale aiguë? Le mécanisme d'épuration utilisé dans les modalités continues est toujours convectif. En cas d'hémodialyse intermittente, le débit de dialyse est supérieur à 300 ml par minute. La SLED F est une modalité semi-continue d'hémodialyse et l'hémodiafiltration continue véno-veineuse est une modalité continue associant diffusion et convection. Les modalités continues sont celles qui sont les plus utilisées en réanimation. Donc, on verra les réponses tout à l'heure et si vous êtes en accord avec ce que je vais vous dire. Alors d'abord, et pour commencer, vous dire que l'insuffisance rénale aiguë, elle impacte de façon significative le pronostic des patients de réanimation, aussi bien dans le court terme, vous voyez qu'ici que la mortalité à l'hôpital est de 50%, qu'à long terme, c'est-à-dire après une année ou 2 ans après la sortie d'hospitalisation. Et cet effet sur le pronostic, il est lié à la sévérité de l'insuffisance rénale aiguë. Vous voyez que plus l'insuffisance rénale aiguë est sévère, plus le pronostic va être mauvais. Alors, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la sévérité et au mauvais pronostic de l'insuffisance rénale aiguë: les défaillances viscérales associées, le contexte clinique, les comorbidités, la fonction rénale préexistante, mais l'épuration extra-rénale en elle-même va influencer le pronostic. Et donc, le choix de votre modalité d'épuration extra-rénale peut influer de façon significative le pronostic et modifier en tout cas le pronostic de votre patient. Si vous regardez ici, il s'agit d'une étude assez ancienne mais qui est assez démonstrative. Si vous regardez en fonction de la sévérité de l'insuffisance rénale aiguë, alors ça c'est un score, ce qu'on appelle le score Sharp, plus il est haut, plus l'insuffisance rénale aiguë sévère. Vous voyez que plus les malades sont sévères, plus on va avoir recours à une épuration extra-rénale. Ici, à peu près plus de 50% des patients quand le score est le plus sévère. Mais ce qui est plus important, c'est que l'épuration extra-rénale en elle-même est de façon indépendante. Une fois qu'on a ajusté les facteurs de gravité, eh bien, elle augmente la mortalité. Les patients ici en blanc sont non épurés et en gris sont les patients épurés. Eh bien, vous voyez que la mortalité augmente de façon significative et la durée de séjour, aussi bien en réanimation qu'à l'hôpital. Tout ceci pour vous dire que le choix de la modalité est important et surtout la maîtrise de la modalité que vous avez choisie pour épurer votre patient. Alors, en gros, quand vous décidez d'épurer votre patient, et je crois que vous avez vu auparavant les critères qui vont vous faire que l'épuration extra-rénale va être débutée, en gros, vous avez 4 mécanismes. D'abord, il y a un transfert de fluide, c'est ce qu'on appelle l'ultrafiltration, qui peut être associé aux différents autres mécanismes. Et c'est ce qu'on appelle la perte de poids, c'est la perte d'eau et de sel. Et ensuite, vous avez 3 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme diffusif. C'est un échange de soluté grâce à un gradient de concentration. C'est ce qu'on appelle l'hémodialyse classiquement. Vous avez la convection, qui est un échange par gradient de pression. C'est ce qu'on appelle la filtration. Donc, c'est comme ça que vous définissez l'hémodialyse et l'hémofiltration. Et il y a un troisième mécanisme qui est l'absorption, qui reste marginal,
qui est facilement saturable, dont on ne va pas parler beaucoup ici. Et à partir de là, vous pouvez définir la clairance d'un soluté qui est égale à la masse de soluté épurée sur le temps normalisé à la concentration. Et c'est en fait l'efficacité de votre modalité d'épuration. Alors, plusieurs options, à partir de là, vont être offertes à vous. Vous pouvez faire de l'hémodialyse ou de l'hémodiafiltration intermittente avec des débits sanguins et des débits dialysats qui sont assez hauts. Vous voyez que le débit dialysat, lorsque vous faites de l'intermittent, on peut aller jusqu'à 500 et 800 millilitres par minute. De l'autre côté, vous avez les formes continues, que ce soit de l'hémodialyse continue, de l'hémofiltration continue ou de l'hémodiafiltration continue veno-veineuse, avec des débits beaucoup plus bas, mais avec un temps long d'épuration un temps long d'épuration. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les méthodes hybrides ou semi-continues, où le temps de séance va s'allonger entre 6 à 12 heures avec des débits beaucoup plus bas par rapport à l'hémodialyse intermittente ou l'hémodiafiltration intermittente. En définitive, la différence principale entre les différentes modalités sera la durée du traitement et la rapidité aussi bien d'ultrafiltration que de clairance des solutés. Et vous verrez que ça a son importance dans la tolérance, en tout cas hémodynamique, chez ces patients. Si l'on regarde du point de vue pratique ce qui est utilisé dans les différents pays et dans les différentes réanimations selon les modalités, vous voyez que les modalités les plus utilisées, c'est l'hémofiltration, qu'elle soit pré ou post-dilution, qu'elle soit pré ou post, eh bien, c'est celle qui est le plus utilisée, 70%. Et ensuite, vous avez l'hémodialyse et l'hémodiafiltration. Ici, vous avez le choix des réanimateurs aux États-Unis et en Australie. Vous voyez qu'il y a une majorité de formes continues, que ce soit de l'hémodialyse ou de l'hémofiltration. Si l'on regarde les réponses de tout à l'heure, vous avez bien compris, l'épuration extra-rénale est un facteur indépendant de mortalité dans l'insuffisance rénale aiguë. Ça, maintenant, c'est validé, plusieurs études le montrent. Du fait des complications liées au traitement lui-même, ça peut impacter de façon significative le outcome de votre patient. Le mécanisme d'épuration utilisé dans les modalités continues est toujours convectif? Non, puisque vous pouvez faire de l'hémodialyse continue, vous pouvez faire de l'hémofiltration continue ou de l'hémodiafiltration continue. Donc, vous pouvez faire de la diffusion, même en continu. En cas d'hémodialyse intermittente, le débit de dialysat est supérieur à 300 ml/minute, c'est la définition. On travaille avec des débits assez hauts, en tout cas plus hauts que 300 ml/minute. La SLED-F est une modalité semi-continue d'hémodialyse. Si j'avais marqué SLED, oui, mais j'ai rajouté le petit f qui veut dire filtration. C'est-à-dire qu'on rajoute une composante de filtration, donc c'est la SLED, Slow Low Efficiency Daily Dialysis Filtration, qui est donc une modalité semi-continue d'hémodiafiltration et non pas d'hémodialyse. L'hémodiafiltration continue veineuse est une modalité continue qui va associer, on l'a déjà dit, diffusion et convection. Et je vous l'ai montré tout à l'heure, les modalités continues, c'est celles qui sont les plus utilisées en réanimation. Alors, autre question qu'on verra aussi tout à l'heure, la mortalité dans l'insuffisance rénale aiguë traitée par épuration extra-rénale n'est pas associée au type de modalité choisie. Si vous faites de l'épuration intermittente, la clairance instantanée est plus élevée par rapport à une méthode continue. En cas d'hémofiltration, la clairance de l'urée est plus élevée en mode prédilutionnel qu'en mode post-dilutionnel. En cas de mode convectif, la fraction de filtration doit être inférieure à 30%. Et en cas d'hémofiltration continue, la masse épurée n'est pas saturable. Les modalités continues semblent entraîner une meilleure tolérance hémodynamique. Donc, nous allons voir les réponses à ces questions tout de suite. Alors ici, c'est une étude assez récente, c'est une étude sur questionnaire en France, plus de 80 réanimations, 2020, et qui demandait aux réanimateurs quelles étaient leurs motivations pour le choix d'une modalité par rapport à une autre. Ce qu'on retient de cette étude, c'est que la plupart des réanimateurs choisissent les modalités continues parce qu'ils ont plus de facilité avec les modalités continues, parce qu'ils ont un meilleur
équilibre ou une meilleure maîtrise volémique avec les formes continues et parce qu'ils considèrent que les méthodes continues entraînent moins d'hypotension que les méthodes intermittentes. Par contre, ils considéraient que les formes intermittentes étaient moins, disons, entraînaient moins de charge de travail pour les infirmiers. Ça, c'est les réponses à un questionnaire qui a été soumis à plusieurs réanimateurs qui entraînait. Et vous voyez que pour les autres questions, c'était assez équilibré entre les méthodes continues et les méthodes intermittentes. Dans les méthodes continues, c'était la maîtrise volémique, la tolérance hémodynamique et puis la facilité d'accès, la facilité en fait d'utiliser les méthodes continues. Alors la première question est la plus importante, est-ce que de choisir l'une ou l'autre des modalités d'hémodialyse ou d'hémofiltration continue intermittente modifie la mortalité? Alors il y a eu plusieurs études, je vous en montre deux qui sont assez anciennes mais qui restent, disons, d'actualité parce que, si vous voulez, les résultats ne sont pas modifiés depuis. Étude randomisée, méthode continue d'hémofiltration contre méthode d'hémodialyse intermittente, et vous voyez, en fonction du score Apache, donc du score de sévérité du patient, on avait une mortalité légèrement plus élevée avec les formes continues, mais sans différence significative. Ensuite, il y a eu la grande étude randomisée française multicentrique qui comparait chez les patients en multidéfaillance viscérale l'hémodiafiltration continue véno-veineuse et l'hémodialyse intermittente, et la survie était quasi pareille dans les deux cas. Mais ce qu'il faut voir dans cette étude multicentrique française, c'est qu'il y avait une période d'apprentissage pour les méthodes intermittentes. Au début, l'étude a duré à peu près 2 ou 3 ans. Les résultats avec l'hémodialyse intermittente se sont améliorés avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a eu une période d'apprentissage pour les formes intermittentes pour les réanimateurs. À partir de là, plusieurs méta-analyses ont confirmé qu'il n'y avait pas de différence de mortalité que vous choisissez l'une ou l'autre des modalités. Cette dernière méta-analyse qui comparait une méthode semi-continue, une méthode de dialyse, disons, avec une durée étendue versus une méthode continue. Et là aussi, vous voyez que la mortalité, aussi bien dans des études randomisées que dans des études observationnelles, ne montrait pas de différence de mortalité avec l'une ou l'autre des modalités. Si bien que dans les recommandations internationales, on vous suggère d'utiliser l'une ou l'autre pour peu que vous maîtrisiez l'une et l'autre de façon complémentaire ou alors simplement de l'hémodialyse intermittente ou de la méthode continue pour traiter une insuffisance rénale aiguë. Alors, comment choisir, si la mortalité est différente, comment choisir l'une ou l'autre des modalités? Quels sont les critères qui vont vous permettre de choisir la modalité d'épuration? Alors, il y a plusieurs critères. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que vous assuriez la meilleure épuration à votre patient avec une hémodynamique optimale et avec le moins de complications possible. Plusieurs critères peuvent être étudiés. L'épuration. Est-ce que je veux en priorité bien épurer mon patient? La tolérance hémodynamique. Mon patient est très instable du point de vue hémodynamique, donc je vais choisir la modalité qui va entraîner le moins de maltolérance hémodynamique. La maîtrise volémique. Le syndrome de déséquilibre inverse, est-ce qu'il y a un risque important de syndrome de déséquilibre inverse, surtout chez mon patient qui est fragilisé? L'élimination des drogues, en particulier des antibiotiques et les troubles hydroélectrolytiques peut-être secondaires à ma modalité d'épuration, l'anticoagulation et les risques hémorragiques, la mobilisation de mon patient et le contrôle thermique, et puis, de façon plus retardée, la préservation de la fonction rénale ultérieure. Ces critères-là peuvent être étudiés selon l'une et l'autre des modalités intermittentes ou continues. D'abord, l'épuration. L'épuration, le but d'une épuration extra-rénale, c'est d'éliminer insoluté. Donc, elle peut être étudiée par la clairance d'insoluté. C'est ce qui est rapporté par la lettre K. C'est la clairance instantanée d'insoluté, quelle que soit la modalité que vous utilisez. Et à partir de la clairance du soluté, on peut définir une dose de dialyse. C'est ce qu'on appelle le KTV.
Le K étant la clairance instantanée, T, le temps de l'épuration, la durée d'épuration, et V, le volume de dilution du soluté. Alors, il y a plusieurs équations. Vous pouvez utiliser une équation toute simple qui est le taux d'extraction de l'urée. Vous prenez l'urée post-épuration et l'urée pré-épuration, et en pourcentage, vous calculez votre taux d'extraction d'urée qui est un reflet de l'efficacité et de l'épuration de votre modalité d'épuration extrarégion. Alors, cette dose de dialyse, le KTV, on utilise le plus souvent l'urée et c'est une extrapolation de ce qui est utilisé dans l'hémodialyse chronique. Alors d'abord, regardons la clairance de soluté, la clairance instantanée, qui peut être exprimée en millilitres minute ou en litres heure. Cette clairance instantanée, elle dépend de plusieurs facteurs, mais surtout de la taille de la molécule. Par exemple, l'urée, qui est une petite molécule, eh bien, elle va diffuser ou être filtrée, quelle que soit la méthode. Ça dépend aussi de la diffusibilité de la molécule. Si vous avez, par exemple, une molécule qui a un haut poids moléculaire, eh bien, elle a tendance à ne pas diffuser. Et ça va dépendre aussi de la taille des pores de la membrane que vous utilisez. Ça va dépendre aussi du type de transport. Est-ce que c'est de la convection ou est-ce que c'est de la diffusion? On verra que c'est différent. Ça va dépendre aussi des caractéristiques du circuit, en particulier des débits dialysa, débit sanguin et débit de filtration. Quand vous faites de la diffusion, il faut veiller à ce que le rapport débit dialysa sur débit 100 soit supérieur à 0,3, ce qui en général est toujours respecté. Et quand vous faites de la convection, il faut absolument que votre fraction de filtration soit inférieure à 30% du débit sanguin. En général, même on descend à 20% pour être sûr qu'il y ait une bonne filtration. Et sinon, on regarde en courbe ce qui se passe en clairance instantanée pour l'urée en fonction des différentes modalités. Vous voyez ici l'hémodialyse. Vous avez une clairance instantanée qui est très haute, pratiquement à 80 millilitres minute. Si vous regardez en comparaison une méthode continue, par exemple l'hémodiafiltration continue veineuse, vous voyez que la clairance instantanée est largement plus basse par rapport à l'hémodialyse. C'est-à-dire en clairance instantanée, lorsque vous faites de l'intermittent, vous avez une clairance instantanée qui est très haute, qui va baisser de façon significative lorsque vous faites de la continue. Par contre, si je regarde la même clairance, mais en 24 heures, vous voyez que lorsque vous faites du continu, vous récupérez la baisse de la clairance instantanée par le temps imparti d'épuration. En quelque sorte, du fait que vous faites ça pendant 24 heures, eh bien, vous allez augmenter votre clairance de votre soluté. Par contre, si vous faites de l'hémodialyse intermittente, bien entendu, la durée de séance est de 4 heures ou parfois 6 heures, la clairance sur la journée va être beaucoup plus basse. Ensuite, si l'on regarde en fonction du mécanisme diffusif ou convectif, lorsque vous faites de la convection, c'est-à-dire de la filtration, donc c'est un gradient de pression, vous allez épurer des molécules de bas poids moléculaire, bien entendu, mais aussi des molécules de haut poids moléculaire. Vous pouvez aller jusqu'à 20 kg Dalton, notamment, et c'est le point de coupure qu'on utilise de façon symbolique, qui est celui de la bêta-2 microglobuline. Par contre, si vous faites de la diffusion conventionnelle, vous n'épurez que les molécules de bas poids moléculaire, c'est-à-dire inférieures à 15 kg Dalton. Le facteur limitant lorsque vous faites de la diffusion, c'est le gradient de concentration. C'est-à-dire si vous avez, par exemple, si vous échangez un taux de bicarbonate qui est au niveau du dialysa à 30 et au niveau du sang à 20, eh bien, la saturation va être au niveau de 30 millimoles de bicarbonate par litre. Si vous comparez l'épuration en hémofiltration, c'est-à-dire en convection par rapport à l'hémodialyse, ici en bleu, vous avez un rein normal. Vous voyez que l'index d'épuration est assez haut avec un point de coupure qui est largement plus bas que l'albumine. Vous savez que l'albumine, normalement, ne passe pas le glomérule. Si vous faites de l'hémodialyse, vous allez pouvoir épurer des molécules qui ont un poids moléculaire plus bas que la bêta-2 microglobuline. Par contre, si vous faites de l'hémofiltration, vous allez épurer des molécules qui ont un poids moléculaire qui est plus haut que la bêta-2 microglobuline. Alors, vous me dites quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt, il est surtout intéressant
Si vous avez par exemple une rhabdomyolyse, que vous voulez épurer de la myoglobine, si vous avez des chaînes légères, une maladie à chaînes légères, que vous voulez épurer des chaînes légères, eh bien vous pourrez les épurer que si vous faites de l'hémofiltration. Vous ne pourrez pas le faire avec de l'hémodialyse conventionnelle parce que c'est des molécules dans le poids moléculaire est plus haut que la taille des pores pour lesquels les membranes d'hémodialyse sont assorties. Maintenant, si vous comparez en hémofiltration pré- et post-dilutionnelle, ce qu'on appelle pré- et post-dilutionnelle, c'est-à-dire que l'infusage, je pense que vous le savez, l'infusat arrive avant le rein ou après le rein. Lorsque l'infusat arrive après le rein, ça veut dire que vous diluez le sang qui passe au niveau du rein. Ce qui veut dire que votre durée de vie du filtre elle est beaucoup plus haute que lorsque vous faites de la post-dilutionnelle, parce que quand vous faites de la post-dilutionnelle, il y a en quelque sorte une hémoconcentration progressivement dans le rein qui va favoriser la thrombose du circuit. Par contre, vous êtes beaucoup plus efficace en termes d'épuration lorsque vous faites du post-dilutionnel par rapport à du pré-dilutionnel. Ici, vous avez l'épuration de la créatinine en pré, en vert, en post en jaune, et l'épuration de l'urée, pareil. Et vous voyez que l'épuration est largement plus haute lorsque vous faites du post-dilutionnel. Ce qui veut dire que lorsque vous faites du post-dilutionnel, vous êtes plus efficace en pré, mais vous avez un risque de thrombose de circuit plus important par rapport au pré-dilutionnel. Ça, c'était pour la clairance instantanée. Le deuxième facteur qui va intervenir dans votre dose de dialyse, c'est le temps d'épuration. Alors, vous avez deux façons d'épurer votre patient. Un gros cas, c'est-à-dire une clairance instantanée importante, avec un petit t. C'est ce que vous faites en hémodialyse intermittente. Vous avez une clairance instantanée très haute et un temps très court. Ou alors, une petite clairance instantanée, c'est-à-dire un petit cas, avec un temps beaucoup plus long. C'est ce que vous faites lorsque vous faites des méthodes continues ou semi-continues. C'est-à-dire que vous compensez la perte de la clairance instantanée en allongeant le temps. Le deuxième élément qu'il faut comprendre, c'est lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente, la clairance, elle est constante, elle est haute, c'est la clairance instantanée, mais du fait du gradient de concentration, si vous voulez, l'épuration des solutés va être importante dans un premier temps et elle va être rapidement saturée parce que le gradient de concentration, va s'équilibrer entre le dialysat et le sang, ce qui veut dire que vous avez une courbe qui va faire un plateau à partir d'un moment donné parce que le gradient de concentration va devenir égal de part et d'autre des compartiments du filtre. Donc, vous avez une clairance haute avec une efficacité rapide dans un temps, dans les premiers temps, et qui va se saturer. Par contre, si vous faites de l'hémodiafiltration, de l'hémofiltration continue, la clairance instantanée est beaucoup plus basse par rapport à tout à l'heure, mais l'épuration va être linéaire, elle ne va jamais se saturer. Plus votre patient est en hémofiltration continue, plus le temps avance, plus vous allez épurer, et vous allez continuer à épurer tant que votre traitement dure. Alors, bien entendu, lorsque vous voulez épurer, bien épurer votre patient, il faut atteindre ce qu'on appelle une dose de dialyse adéquate. Alors, la dose de dialyse adéquate, en gros, on considère qu'il faut que la séance de dialyse soit aux alentours de 1,2 par séance, ou alors, c'est beaucoup mieux, compter en semaines. Et ce qu'il faut atteindre, c'est à peu près 4 kTV par semaine. Et vous voyez, lorsque vous continuez, c'est la ligne jaune que vous voyez, une fois que vous commencez votre traitement, au bout d'un certain temps, eh bien, vous allez atteindre rapidement et de façon, disons, irrémédiable, le KTV que vous fixez. Par contre, si vous faites de l'hémodialyse intermittente en fonction de la fréquence de vos séances, 3 par semaine ou 1 tous les jours, vous allez avoir d'autant plus de facilité à atteindre la dose de dialyse adéquate. Donc, il faut faire bien attention lorsque vous faites une technique intermittente d'arriver à la dose de dialyse adéquate. Ça veut dire qu'il faudra augmenter la fréquence de vos séances en fonction de la dose de dialyse que vous êtes fixée auparavant. Et bien entendu, lorsque vous faites des méthodes semi-continues ou hybrides, eh bien, vous avez plus de facilité à atteindre la dose adéquate. C'est la courbe que vous voyez ici. C'est la courbe que vous voyez ici, SLED,
Vous voyez que si vous faites de la SLED tous les jours, eh bien, vous allez atteindre la dose adéquate beaucoup plus facilement que si vous faites de l'hémodialyse intermittente, par exemple, une fois tous les 2 jours. Autre facteur important lorsque vous faites de l'épuration extra-rénale, les différences métaboliques, le contrôle métabolique des différentes modalités. Ici, vous avez ce qui se passe avec une modalité intermittente. Par exemple, sur l'urée. Votre patient, il est à ce niveau d'urée, vous faites une séance d'hémodialyse intermittente, vous faites baisser l'urée de façon importante en un temps très court, et puis ça remonte entre les deux séances et ainsi de suite. Vous avez une variation quasi en accordéon. Lorsque vous faites de l'hémofiltration continue, vous allez baisser de façon progressive l'urée dans le sang, et puis finalement, vous arrivez à un état d'équilibre, vous clampez en quelque sorte la concentration plasmatique dans le sang à un niveau très bas au bout d'un certain temps d'hémofiltration. Et entre les deux, vous avez les méthodes semi-continues, vous avez le même accordéon, mais qui est moins prononcé que dans l'hémodialyse intermittente. Et si j'applique le même système à une molécule de haut poids moléculaire, comme la bêta-2 microglobuline, vous voyez que quand vous faites de l'hémofiltration, vous arrivez à éliminer la bêta-2 microglobuline et arriver à clamper la concentration plasmatique de bêta-2 microglobuline dans le sang, ce que vous n'arrivez pas à faire avec l'hémodialyse intermittente parce que la molécule est de haut poids moléculaire, et vous arrivez à la faire de façon moins importante avec une méthode hybride. Dernier élément de la dose de dialyse, c'est le volume de distribution. Alors, le volume de distribution, très difficile à appréhender en réanimation, parce que vous savez que le patient en réanimation a un volume de distribution qui se modifie de façon importante. Et certains auteurs préfèrent normaliser au poids ou au taux de génération de l'urée. En tout cas, très souvent, on n'utilise que le KT parce que le volume de distribution chez le patient de réanimation est difficile à appréhender. Donc, retenez surtout le KT. Alors, quelle est la dose de dialyse adéquate? Alors, il y a eu 2 études importantes. Cette première étude qui comparait 3 doses en hémofiltration continue, 20 ml, 35 ml, 45 ml. Et vous voyez que le groupe 1, en termes de survie, le groupe à 20 ml avait la survie la moins bonne par rapport aux 2 autres, ce qui veut dire qu'il fallait une dose de dialyse supérieure à 20 ml kilo horaire si l'on veut améliorer la survie des patients. Pareil ici, en hémodialyse intermittente, 2 groupes de façon randomisée, des groupes qui étaient hémodialysés de façon intermittente tous les jours et un groupe qui était hémodialysé 1 jour sur 2. Et vous voyez que la mortalité est significativement plus basse chez les patients qui étaient hémodialysés tous les jours. Ce qui veut dire qu'il faut une certaine dose de dialyse, et cette dose de dialyse adéquate, elle a été définie par ces 2 études pour l'hémofiltration continue à 35 ml kilo horaire, pour l'hémodialyse à un KTV hebdomadaire supérieur à 6. Plusieurs études ont suivi cette étude, et je vous montre celle qui a la plus fait avancer, si vous voulez, les idées là-dessus. C'est cette étude qui a comparé l'intensification de la dialyse par rapport à une hémodialyse intermittente, une hémodialyse continue, disons conventionnelle. Et cette étude montrait qu'il n'y avait aucun intérêt, en tout cas sur la mortalité, d'intensifier la dose de dialyse. Alors, plusieurs études ont confirmé ces données-là. Vous voyez ici, on a comparé en hémodiafiltration continue 25 ml versus 40 ml horaire. Ici, 22 versus 33. Ici 44 versus… ici, c'était 44 versus 44%. Et vous voyez que dans chaque étude, la mortalité était la même, quelle que soit la dose de dialyse, pour peu que celle-ci soit au-dessus de 25 ml kilo horaire. Donc, l'intensification de la dose de dialyse n'a pas démontré d'effet bénéfique sur la mortalité ou sur le recouvrement d'une fonction rénale normale. Par contre, on constatait que lorsqu'on intensifiait la dose de dialyse, eh bien, il y avait plus de risques d'hypophosphorémie et de troubles hydroélectrolytiques qui pouvaient être délétères
pour le patient. Si bien que les recommandations actuelles retiennent pour les modalités continues la dose de 20 à 25 ml/kg et pour les méthodes intermittentes un KTV supérieur à 3,9 par semaine ou à 4 par semaine. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous prescrivez n'est pas forcément délivré au patient. On considère que la différence entre la dose prescrite et la dose délivrée est aux alentours de 20%. En effet, le patient peut être hypotendu, donc on baisse les débits, on arrête le traitement, on recommence. Donc très souvent, il y a des facteurs qui font que ce que vous prescrivez n'est pas totalement délivré au patient. Il y a des facteurs qui y sont associés. Quand vous faites de l'hémofiltration prédilutionnelle, il faut toujours s'assurer que votre débit sang est supérieur à 200 ml/min si vous voulez être efficace, surtout si vous avez un débit d'infusion supérieur à 25 ml/kg. Si vous faites de la post-dilution, votre efficacité va lourdement dépendre de la pression transmembranaire. Si vous faites de l'hémodialyse, et si vous voulez être efficace, il faut avoir un filtre qui doit être supérieur au moins à 1 mètre carré et avoir un débit de dialysa adéquat. Autres facteurs qui vont largement influencer l'efficacité de votre épuration, c'est ce qu'on appelle le downtime, c'est-à-dire que plus votre épuration se prolonge, plus vous perdez de l'efficacité. Ici, vous avez la dose prescrite en abscisse et la dose délivrée en ordonnée en fonction du temps écoulé en dialyse. La ligne bleue, c'est 0, et la courbe que vous voyez ici en bas, c'est 6 heures, et vous voyez que vous perdez d'efficacité lorsque le temps s'allonge. Pareil, si vous regardez en fonction de l'ultrafiltration qui a été administrée à votre patient, ici 0%, ici 20% d'ultrafiltration du poids du corps, vous voyez que le rapport dose prescrite, dose délivrée diminue d'autant plus que votre taux d'ultrafiltration augmente. Donc, veillez bien, si vous voulez avoir une dose d'épuration adéquate, à ce que la dose prescrite et la dose délivrée soient à peu près la même. En tout cas, il faudra augmenter légèrement la dose prescrite pour être au niveau de 25 ou 30 ml/kg. Le deuxième élément qui était important, c'est la tolérance hémodynamique perdialytique. Dans cette étude, c'est une étude japonaise qui montrait quel était le choix de la modalité d'hémodialyse en fonction de l'état hémodynamique du patient. Ici, vous avez des scores qui vont de 0 à 3. Plus le patient est instable du point de vue hémodynamique, plus un score est élevé. Vous voyez que plus le score s'élève, plus les réanimateurs vont choisir une méthode continue. Donc, le choix de la modalité continue était associé de façon indépendante au sepsis, aux drogues vasoactives, à la ventilation mécanique et chez les patients qui avaient un ballon de contribution aortique ou qui avaient de l'ECMO. Et la mortalité hospitalière dans cette étude, qui était bien entendu non randomisée, augmentait d'autant plus que les réanimateurs choisissaient une méthode continue. Plusieurs études ont essayé de comparer de façon randomisée, sur le plan de la tolérance hémodynamique, une méthode continue versus une méthode intermittente. Ici, 3 études qui ne montraient pas de différence. La seule qui a montré une différence significative en fonction de la modalité utilisée et en faveur des modalités continues, où il y avait une meilleure tolérance hémodynamique avec les modalités continues. Ensuite, il y a eu cette étude avant-après, qui a été menée à Bichat, si je me rappelle bien, et qui mettait en place certains éléments d'utilisation d'une méthode d'hémodialyse intermittente et qui regardait si ça améliorait la tolérance hémodynamique. Et vous voyez ici le nombre d'événements d'hypotension perdialytique à l'initiation de l'épuration extra-rénale, pendant la séance, l'utilisation de perfusion de sérum salé pendant la séance,
et une intervention avec drosse vasoconstrictrice ou arrêt de l'ultrafiltration. Et vous voyez qu'en gris clair, c'est avant l'installation de ces mesures, en gris foncé, après installation, vous voyez qu'il diminue de façon significative lors de la première séance d'hémodialyse intermittente, tous les événements, hypotenseurs, les interventions, la transfusion de colloïdes. En tout cas, ils améliorent la tolérance hémodynamique de leurs patients pour peu que l'on respecte certains éléments durant l'hémodialyse intermittente. Qu'est-ce que sont ces éléments? C'est d'abord de brancher rein plein, c'est-à-dire que le patient, vous branchez avec dans le circuit un certain volume de sérum physiologique, en général c'est 300 cc, qui n'entraîne pas de perte ou d'hypovolémie au début de la séance. De diminuer la température du dialysat. En général, on la met entre 34 et 36 degrés. Diminuer le débit dialysat pour avoir moins de gradient de concentration pendant la séance. D'utiliser des concentrations en sodium au dialysat élevées, en tout cas au-delà de 145 mmol par litre, et puis de maintenir le calcium dans les normes. En respectant tous ces éléments, eh bien, on arrive à améliorer de façon significative la tolérance hémodynamique en faisant de l'hémodialyse intermittente. Il semblerait qu'il n'y ait plus de différence entre l'hémodialyse intermittente et les méthodes continues si vous respectez ce type d'éléments pendant la séance d'hémodialyse. Cette étude qui a repris, c'est une méta-analyse qui a repris toutes les études sur la tolérance hémodynamique perdialytique. Vous voyez, à peu près 1000 patients inclus, et regardez quelle est la qualité des interventions pour prévenir l'hypotension perdialytique. Alors, il y avait la concentration du sodium dans le dialysat, la durée de l'épuration extra-rénale, une ultrafiltration profilée, c'est-à-dire qu'on faisait une ultrafiltration douce qu'on augmentait progressivement en fonction de l'état hémodynamique du patient, la volémie, la température du dialysat, et puis l'UF de départ quasi nul. Les seules interventions qui paraissaient efficaces, c'est la concentration du sodium dans le dialysat qui est élevée, supérieure à 145 mmol par litre, la baisse de température du dialysat, en général à 36 degrés, et puis un débit d'UF qui est adapté à l'état hémodynamique du patient. Donc, il faut retenir que si vous voulez utiliser de l'hémodialyse intermittente tout en maintenant un état hémodynamique satisfaisant à votre patient, eh bien, il faudra respecter tous ces éléments avec ce qu'on a dit tout à l'heure, la température du dialysat, la concentration du sodium du dialysat, débuter avec un débit sanguin de départ assez bas, étendre la durée des sessions, augmenter la fréquence des sessions d'épuration extra-rénale. Alors, il y a des machines d'épuration qui ont un biofeedback, mais toutes ne l'ont pas, donc ça, c'est moins important. Et puis surtout, réajuster de façon constante votre taux d'ultrafiltration à l'état hémodynamique du patient et surtout, arrêter tous les médicaments qui peuvent être hypotenseurs. Vous voyez qu'il y a moins d'éléments à respecter lorsque vous utilisez une technique continue. Alors, les recommandations internationales suggèrent d'utiliser plutôt une forme continue qu'une forme intermittente chez les patients dont l'état hémodynamique est instable. Alors, pour les questions de tout à l'heure, la mortalité dans l'insuffisance rénale aiguë traitée par épuration n'est pas associée au type de modalité choisie, donc la mortalité ne dépend pas de la modalité. Lorsque vous faites de l'épuration intermittente, la clearance instantanée est largement plus élevée par rapport à une méthode continue. Par contre, la proposition 3 était fausse. En cas de mode convectif, la fraction de filtration doit être inférieure à 30%, ça il faut le retenir et c'est important. En cas d'hémofiltration continue, la masse épurée n'est pas saturable, je vous l'ai dit, c'est linéaire, il n'y a pas de saturation puisqu'il n'y a pas de gradient de concentration, c'est un gradient de pression. Et les modalités continues semblent entraîner une meilleure tolérance hémodynamique, ça c'est vrai. Autre série de questions. Est-ce que l'inflation hydrosodée est associée à la mortalité? Est-ce que le syndrome des équilibres ne peut pas survenir en filtration continue? Si vous faites de l'intermittent UF séquentiel, peut y être associé. L'hypotension artérielle intradialytique est souvent liée à une hypovolémie. L'hémodiafiltration intermittente permet une meilleure maîtrise volémique qu'une hémofiltration continue.
en cas d'atteinte cérébrale aiguë, il est préférable d'utiliser une modalité intermittente. Alors, l'inflation hydrosodée, vous le savez, est très délétère chez nos patients et ça entraîne une augmentation de la mortalité chez les patients qui sont en inflation hydrosodée. On considère qu'une inflation hydrosodée de plus de 20% du poids du corps affecte significativement la mortalité chez ces patients. Et cela, ça va entraîner une atteinte de plusieurs organes. Au niveau cardiaque, il y a un édème myocardique, une baisse de la contractilité. Au niveau pulmonaire, bien entendu, il y a plus d'eau intra- et extravasculaire. Au niveau hépatique, au niveau intestinal et bien entendu au niveau rénal, parce que du fait de la compression veineuse et du retour veineux qui est diminué, eh bien, vous diminuez la filtration glomérulaire. Donc, l'inflation hydrosodée, on le sait actuellement, aggrave le pronostic d'insuffisance rénale aiguë. Donc, il est important de maîtriser l'état volémique de votre patient, de maîtriser l'inflation hydrosodée chez votre patient de réanimation. Ici, dans cette étude, elle est intéressante. Elle montre que chez les patients pour lesquels une ultrafiltration importante, eh bien, la mortalité augmente d'autant plus que vous faites une ultrafiltration importante. Ici, vous avez une ultrafiltration qui est… Ici, vous avez en rouge une ultrafiltration qui est inférieure à 20 ml/kg par jour. Ça veut dire que chez votre patient, vous n'arrivez pas à l'ultrafiltrer comme il faut. Ça veut dire que votre patient, vous le laissez en inflation hydrosodée, et bien celui-là, il a plus de chances de décéder que celui chez lequel, c'est la courbe que vous voyez ici en bleu ou en vert, vous parvenez à faire une ultrafiltration supérieure à 25 ml/kg par jour. Vous voyez que l'odds ratio est d'autant plus bas que l'ultrafiltration est réalisée de façon importante. Mais lorsque vous faites de l'ultrafiltration, il faut s'adapter à l'état hémodynamique de votre patient. Ici, vous avez un patient, par exemple, que vous voyez en vert. Vous avez ici le temps. Ici, vous avez ce qu'on considère comme l'état euvolémique. Les patients sont en inflation hydrosodée. Le patient qui est monodéfaillant, qui a un état hémodynamique assez stable, eh bien, vous pouvez rapidement l'ultrafiltrer de façon rapide et obtenir une euvolémie. Par contre, chez le patient, par exemple, qui a une insuffisance rénale aiguë avec un choc septique, peut-être une défaillance multiviscérale, eh bien, vous êtes obligé de faire une filtration beaucoup plus lente et mettre beaucoup plus de temps pour atteindre l'état euvolémique. Ce qui veut dire que votre débit d'ultrafiltration va toujours s'adapter à l'état clinique et hémodynamique de votre patient et adapter votre débit d'UF à l'état hémodynamique de votre patient. Et si vous comparez une méthode intermittente à une méthode continue sur le plan de l'inflation hydrosodée, vous voyez que ici, vous avez le poids avant, pendant et après, en méthode intermittente et en méthode continue. Vous voyez qu'avec les méthodes continues, vous parvenez de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus progressive, à faire baisser le poids du patient, c'est-à-dire à enlever l'eau et le sel en excès, sans pour autant entraîner d'hypotension. C'est ce que vous voyez ici en méthode continue par rapport aux méthodes intermittentes. Il semblerait donc que les méthodes continues entraînent une meilleure tolérance hémodynamique que les méthodes intermittentes. Vous voyez ici en bleu une méthode intermittente avec le poids qui progressivement va augmenter avec une inflation hydrosodée qui augmente au cours du temps, alors que lorsque vous faites du continu en rouge, eh bien, cette inflation hydrosodée va baisser. C'est ce que vous voyez ici, avec la variation de poids en hémodialyse intermittente, c'est la courbe ici jaune et la courbe noire. Par contre, en hémofiltration continue, vous arrivez à clamper le poids et à parvenir à un état d'équilibre au niveau du poids, donc avec peu de variation de la volémie et surtout avec une pression artérielle maintenue lorsque vous faites une méthode continue par rapport à une méthode intermittente, une méthode semi-continue. Donc, il semblerait quand même que les méthodes continues entraînent une meilleure tolérance hémodynamique chez les patients qui sont instables. Ensuite, le syndrome inverse. Qu'est-ce que c'est le syndrome inverse? C'est ce qui arrive lorsque vous faites des baisses de concentration plasmatique d'urée ou d'augmentation de bicarbonate dans le sang de façon assez rapide. Lorsque vous faites une hémodialyse intermittente, par exemple,
et que vous baissez la concentration de l'urée de façon importante dans le secteur vasculaire avec une baisse de l'osmolalité. Au niveau intracellulaire, notamment intracérébral, la baisse de l'urée n'est pas aussi importante que dans le sang, donc l'osmolalité est beaucoup plus importante. Donc il y a un passage d'eau vers le secteur intracellulaire pour corriger l'hypoosmolalité qui est dans le secteur sanguin et qui va entraîner donc un édème cérébral lorsqu'il y a une variation trop rapide de l'osmolalité sanguine après une séance d'épuration. Vous pouvez avoir la même chose pour les bicarbonates. Le patient a un taux de bicarbonate qui est bas dans le sang, il est en hémodialyse intermittente, vous augmentez le taux de bicarbonate dans le sang de façon assez rapide, le taux de PCO2 va augmenter puisque le taux de bicar augmente, et le CO2 diffuse rapidement dans le secteur intracérébral, il diffuse librement, donc la CO2 au secteur intracérébral va augmenter, alors que les bicarbonates ne diffusent pas, donc vous entraînez une acidose intracérébrale paradoxale. Bien entendu, plus vous êtes efficace, plus vous risquez un syndrome inverse ou un syndrome de déséquilibre. Vous voyez que vous avez plus de risques si vous faites de l'hémodialyse intermittente que si vous faites de la continue, puisque lorsque vous faites de la continue, vous allez le faire de manière douce et progressive. Ce que vous faites en 4 heures en hémodialyse intermittente, vous allez le faire en 24 à 48 heures, voire 72 heures en continu. Donc, le syndrome de déséquilibre ou le syndrome inverse survient surtout avec des méthodes intermittentes. Alors, bien entendu, ce syndrome inverse, il va être d'autant plus grave ou survenir d'autant plus fréquemment que vous avez des chiffres d'urée ou des chiffres d'osmolalité très élevés en pré-épuration extra-rénale, d'autant plus fréquemment chez l'enfant. Certaines pathologies vont favoriser ce syndrome de déséquilibre ou syndrome inverse, c'est l'insuffisance hépatique aiguë et surtout toutes les atteintes cérébrales aiguës. Donc, faites très attention chez les patients qui ont un trauma cérébral, qui ont une hémorragie intracérébrale, chez lesquels vous devez faire une épuration extra-rénale. Les variations d'osmolalité brutale sont très délétères chez ces patients. Par contre, c'est un peu moins fréquent lorsque vous avez des patients en sepsis sévère. On sait qu'il y a une augmentation de la perméabilité hémato-encéphalique, mais le risque est moins sévère que chez les patients qui ont une atteinte cérébrale aiguë. Dans cette étude, il comparait une méthode continue avec une méthode intermittente chez des patients qui avaient une hémorragie intracérébrale et il montrait que la mortalité était largement plus importante avec les patients qui avaient une hémodialyse intermittente par rapport à une modalité continue. Les recommandations internationales suggèrent chez les patients qui ont une atteinte cérébrale aiguë ou une autre cause d'hypertension intracrânienne ou d'édème cérébral d'utiliser une méthode continue par rapport à une méthode intermittente. Alors, les réponses de tout à l'heure, l'inflation hydroxyosée est associée à la mortalité, oui. Le syndrome de déséquilibre ne peut pas survenir en modalité continue. En cas d'hémodialyse intermittente, une IF séquentielle peut être associée, bien entendu. L'hypotension artérielle intradialytique est souvent liée à une hypovolémie, mais pas toujours. Ça peut être lié à une baisse du débit cardiaque. Les deux autres propositions étaient fausses. Dernier QCM, je pense, il faut faire une dose de charge d'amidoside, quel que soit le mode d'épuration extra-rénale. L'adaptation des doses antibiotiques est la même pour tous les modes d'épuration extra-rénale. Une anticoagulation régionale par le citrate diminue la mortalité en insuffisance rénale aiguë. L'hémodialyse intermittente entraîne plus de coagulation de circuit que la continue. L'hémofiltration postdilutionnelle est plus thrombogène que l'hémofiltration prédilutionnelle. L'anticoagulation régionale au citrate est contre-indiquée en cas d'acidose lactique à metformine. Bon, lorsque vous faites de l'épuration extra-rénale, vous avez plusieurs profils. Intermittent 3 fois par semaine, intermittent 4 fois par semaine, 7 fois, tous les jours, ou alors continu ou en sled. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente 3 fois par semaine, vous avez des variations importantes de clairance chez votre patient et qui vont dépendre justement de votre épuration extra-rénale. Si vous faites du continu, vous allez avoir une clairance qui sera stable
est constante durant tout le traitement. Ce qui veut dire que chez le patient qui a une modalité continue, il est plus facile d'adapter la posologie de vos médicaments, la posologie des antibiotiques en fonction de la clairance, disons, extra-rénale, ce qui est beaucoup plus compliqué lorsque vous faites de l'hémodialyse intermittente. Par contre, si vous faites une modalité continue, vous pouvez avoir des pertes potassiques ou des pertes de phosphore beaucoup plus importantes par rapport aux modalités intermittentes. Bien entendu, ça va dépendre de la durée d'épuration et de la composition de votre dialysa ou de votre infusé. Mais le plus important, c'est les antibiotiques. Ce que l'on dit surtout pour les aminosides, c'est qu'il faut donner toujours une dose de charge importante, notamment pour les aminosides, et puis vous adaptez secondairement votre dose d'entretien en fonction de la clairance et en fonction des taux sériques de vos aminosides. En gros, il faut toujours adapter vos médicaments en fonction de la clairance extra-rénale, qu'elle soit intermittente ou qu'elle soit continue, mais surtout en fonction des taux sériques. Donc, il faut faire des dosages de vos antibiotiques et de vos drogues quand celles-ci sont importantes pour votre patient. Dernier élément, c'est la thrombose du circuit. En gros, plus vous augmentez l'hémoconcentration au niveau du filtre, plus le risque de thrombose est important. Si bien que si vous faites de l'hémofiltration post-dilutionnelle, vous risquez de thromboser beaucoup plus rapidement que si vous faites de l'hémofiltration pré-dilutionnelle. Et vous allez moins thromboser si vous faites de l'intermittent par rapport à du continu. Donc, il faut toujours prendre en compte, notamment chez le patient qui a un risque thrombogène, du risque de coagulation du circuit en fonction de la modalité. Ce qui a changé un peu tout cela, c'est l'utilisation du citrate. Vous savez que le citrate, c'est une vieille anticoagulation qui a été remise à jour ces dernières années par sa facilité d'utilisation et que ça a été montré que lorsque vous faites une anticoagulation au citrate, eh bien, vous augmentez la durée de vie du filtre, ça c'est la durée de vie du filtre, et vous augmentez la dose délivrée à votre patient. Ici, c'est une comparaison héparine versus citrate et la durée de vie du filtre est significativement augmentée. Par contre, la survie du patient n'est pas affectée par l'une ou l'autre de l'anticoagulation. Étude beaucoup plus récente, 2020, étude randomisée, pareil, qui comparait anticoagulation régionale au citrate avec anticoagulation systémique à l'héparine, et vous voyez que la survie du circuit est largement plus élevée avec le citrate, et par contre, la mortalité était la même, quelle que soit la modalité d'anticoagulation. Par contre, il y avait beaucoup plus d'effets secondaires, notamment d'alcalose, avec l'anticoagulation au citrate. Donc, si vous faites de l'anticoagulation au citrate, faites attention aux contre-indications. L'insuffisance hépatique aiguë, ce n'est pas une contre-indication absolue, mais il faut être vigilant si vous voulez l'utiliser en surveillant les taux de calcium, de citrate et de bicarbonate. Les états de choc, surtout s'il y a un acide lactique très élevé avec une hypoxie cellulaire. Par contre, l'intoxication à metformine et au paracétamol sont une contre-indication absolue à l'utilisation de citrate. Les recommandations internationales recommandent d'utiliser une anticoagulation au citrate chaque fois que vous le pourrez et chaque fois que vous n'avez pas de contre-indication. Alors, les réponses pour tout à l'heure, il faut faire une dose d'aminoside, quel que soit le mode d'épuration extra-rénale. Les 3 propositions qui suivaient étaient fausses. L'hémofiltration post-dilutionnelle est plus thrombogène que la pré-dilutionnelle, on sait pourquoi maintenant. L'anticoagulation régionale au citrate est contre-indiquée en cas d'acidose lactique liée à metformine, bien entendu. Dernier QCM, récupération rénale ne sont pas liées au mode d'épuration extra-rénale. En cas d'hyperkinémie menaçante, l'hémodialyse intermittente est préférable par rapport à la continue. En cas d'édème cérébral, une modalité continue est préférable. En cas de forte instabilité hémodynamique, les modalités continues et semi-continues peuvent être préférables. L'anticoagulation au citrate doit être utilisée largement sauf contre-indication. Il faut toujours utiliser la modalité la mieux maîtrisée. Alors, quel est le rôle de la modalité de dialyse dans le recouvrement de la fonction rénale? Je vous montre 2 études. Ici, vous voyez la dépendance à la dialyse
en fonction hémodialyse intermittente ou forme continue. Hémodialyse intermittente en gris foncé, forme continue en gris clair. Et vous voyez deux études qui montrent que lorsque vous utilisez une méthode continue, eh bien, vous avez moins de dépendance à la dialyse à 90 jours. Mais si vous regardez de façon un peu plus prolongée, vous voyez qu'il n'y a pas de différence, quelle que soit la modalité. Ce qui veut dire que le recouvrement de la fonction rénale n'est pas lié, en tout cas pour l'heure actuelle, il n'y a pas assez de données pour dire que c'est lié à la modalité de dialyse. Certaines études avaient montré que les modalités continues, du fait d'une meilleure tolérance hémodynamique, amélioraient le taux de récupération rénale et diminuaient la durée d'insuffisance rénale post-sevrage de l'épuration extra-rénale. Et si vous regardez au point de vue du coût, continu versus intermittente, il n'y a pas tellement de différence. Et vous voyez ici, ils ont comparé après 5 années les patients qui ont eu une modalité ou l'autre. Ça veut dire qu'ils comparaient en fonction de la survie du patient et en fonction de la récupération rénale après insuffisance rénale aiguë. Vous voyez que la différence est largement en faveur des formes continues, mais sans que ça soit significatif. Enfin, et pour finir, ce tableau qui vous montre la différence entre les formes continues ici que vous voyez de ce côté-là et les formes intermittentes en rose, vous voyez que les formes continues entraînent une meilleure stabilité hémodynamique, une meilleure stabilité de la pression intracrânienne. Par contre, le patient est immobilisé, il y a un risque infectieux beaucoup plus important du fait d'une manipulation plus importante des cathéters. Par contre, lorsque vous faites de l'intermittente, vous êtes beaucoup plus efficace, vous corrigez de façon plus rapide, plus efficace, aussi bien les troubles métaboliques. Par contre, il y a un risque important de variation osmotique et de variation hydroélectrolytique. Et quand vous faites de l'hémodialyse intermittente, vous épurez toutes les petites molécules de façon rapide et très efficace. Donc, le choix de la modalité, alors je ne vais pas vous commenter ce tableau, ça résume tout ce qu'on a dit depuis le départ et vous pourrez le regarder tranquillement. Vous avez ici les différentes méthodes d'épuration et vous avez ici l'épuration des solutés, la maîtrise volémique et l'anticoagulation et ça vous donne le bénéfice ou l'inconvénient de l'une par rapport à l'autre. Les 6 propositions étaient justes de tout à l'heure. La récupération rénale ne sont pas liées au mode d'épuration extra-rénale. En cas d'hyperkaliémie menaçante, l'HDI est préférable par rapport à la continue. En cas d'édème cérébral, il vaut mieux utiliser une modalité continue. En cas de forte instabilité hémodynamique, les modalités continues peuvent être préférées. L'anticoagulation régionale au citrate doit être utilisée largement, sauf contre-indication. Et enfin, il faut toujours utiliser la modalité la mieux maîtrisée, ce qui me fait faire cette conclusion. Il faut maîtriser là où les techniques que vous voulez utiliser, ça c'est important. Il faut monitorer le traitement, c'est-à-dire que lorsque vous choisissez une modalité, eh bien, il faut la surveiller et de façon très régulière. Il faut définir l'objectif thérapeutique. Il faut adapter votre traitement au type de patient et à son évolution ou à son évolutivité. Et surtout, il faut penser à préserver la fonction rénale ultérieure. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Kada, pour ton topo qui était très, très clair et très, très didactique. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour le professeur Clouche? Vous pouvez les poser dans le chat. Et puis, je les retransmettrai à Kada. Et en attendant, peut-être la première question, moi, Kada, j'en ai une, on va dire, un petit peu naïve, mais c'est vrai que, comme tu l'as montré maintenant, on a tout un panel de techniques. Alors, il y avait historiquement l'hémodialyse intermittente, ensuite les techniques continues, on va dire l'hémofiltration continue, et finalement, on a créé beaucoup de techniques hybrides. Alors, elles prennent les avantages et les inconvénients de l'une ou de l'autre, mais finalement, je pense notamment à la SLED ou à la SLED filtration. Est-ce que ton impression, c'est que est-ce que ces techniques mixtes apportent réellement quelque chose par rapport aux deux qui existaient avant ou Alors, pas tant que ça?
Alors, nous, du point de vue pratique, on utilise beaucoup la SLED et la SLED filtration. Alors, quel est l'avantage? L'avantage, c'est que, surtout chez les patients qui sont hémodynamiquement instables, on a une meilleure tolérance hémodynamique. Mais le deuxième avantage, c'est que ça permet de mobiliser les patients entre les séances. Parce que quand vous faites du continu, le patient est pratiquement immobile. Donc, on a cet avantage-là, c'est-à-dire qu'on a l'avantage de la continue sans l'inconvénient. Et le principal inconvénient, c'est l'immobilisation du patient. Donc, il peut faire de la kiné, il peut faire des examens. Donc, ça, je pense que c'est important, d'autant plus que vous avez une efficacité qui est vraiment bonne avec la SLED. Alors, après, vous pouvez me dire, en hémodialyse intermittente, vous pouvez faire la même chose sans mobiliser le patient. Mais très souvent, avec l'hémodialyse intermittente, où la durée est plus courte, où vous êtes plus efficace. Par contre, la tolérance hémodynamique, malgré le respect et les précautions dont j'ai parlé, parfois pose problème sur le plan hémodynamique. D'accord. Eh bien, écoute, merci. Et sur la maîtrise volémique aussi. Quand vous allongez le temps, si vous faites 12 heures, c'est plus facile de faire perdre 2 kilos en 12 heures que de le faire perdre en 4 heures. Je vois pas, mais écoute, tout était limpide. J'ai pas de questions qui s'affichent. On finit pile à l'heure. C'est très bien. Voilà, on va clore ce webinaire. Merci beaucoup, Merci. Carla. Merci Rémi. Merci à tous. Et puis, on vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci bien. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.